Aujourd'hui, je suis accompagnée de Mme Marie-Pierre Duchesne. Marie-Pierre est professeure invitée au département éducation de l'Université TÉLUQ à Québec. Elle est également doctorante en psychopédagogie à la Faculté des sciences de l'éducation de l'Université Laval. Elle détient une maîtrise en psychopédagogie et un baccalauréat en enseignement primaire et en éducation préscolaire. Ses intérêts de recherche portent sur le développement professionnel continu du personnel enseignant et sur le sentiment d'efficacité personnelle à intervenir auprès des élèves qui présentent des difficultés d'adaptation en contexte inclusif. Bonjour Marie-Pierre. Bonjour Nancy. Ça me fait vraiment plaisir d'être avec toi aujourd'hui pour discuter d'un sujet hyper important, un enjeu crucial en éducation, c'est-à-dire le développement professionnel continu du personnel enseignant. Et aussi de leur satisfaction au travail, parce qu'on voit que quand même, ce sont deux éléments clés qui sont liés ensemble. Tout à fait. Alors, on va explorer avec toi différents moyens très concrets qu'on peut mettre en œuvre dans nos écoles, dans nos organisations scolaires, pour vraiment favoriser le développement professionnel du personnel enseignant, voir concrètement comment, par exemple, organiser les horaires de cours, comment faire en sorte, dans le fond, d'aider les enseignants à concilier leur développement professionnel avec l'ensemble de leurs autres responsabilités. Tout à fait. Alors, on se lance. Première question. Pourquoi le développement professionnel continu est si important pour le personnel enseignant? Bien, c'est une question qui serait très longue à répondre, mais de manière concise, je dirais on travaille avec des humains, puis la société est en constante évolution. Donc, le personnel enseignant, oui, a une formation initiale, mais doit s'adapter aux besoins des élèves qui évoluent constamment. Donc, c'est la première raison pour laquelle c'est super important. Puis aussi, on a toujours des nouveaux apprentissages à faire en lien avec des nouvelles technologies. Ça peut être assez varié, donc de venir mettre à jour des connaissances pour s'adapter aux besoins de la société, mais aussi aux besoins des élèves. Je dirais que c'est la principale raison pourquoi le développement professionnel est important. Puis ça vient aussi renforcer le sentiment de compétence des enseignants. On a plusieurs études qui démontrent que le développement professionnel vient favoriser l'amélioration du sentiment de compétence des enseignants, mais aussi une amélioration au niveau des apprentissages chez les élèves. Donc, les apprentissages sont meilleurs, puis on a aussi une amélioration au niveau des comportements. Mais c'est important de noter que le développement professionnel doit être efficace pour que ça fonctionne. Et qu'est-ce qu'un développement professionnel efficace? C'est sûrement la question que tu allais me poser. Manière rapide, encore une fois, un développement professionnel qui est efficace, c'est un développement professionnel qui s'ancre dans la réalité des enseignants tout d'abord, donc qui n'est pas trop déconnecté avec leur réalité. Qui répond à leurs besoins. Qui répond à leurs besoins, bien sûr. Donc, on doit avoir un travail en amont pour savoir quels sont leurs besoins et s'assurer que l'activité qu'on va proposer est vraiment en lien avec ces besoins-là. On a aussi des études qui nous ont démontré que pour que le développement professionnel soit efficace, il doit avoir un suivi, un accompagnement qui est fait à la suite d'une activité de formation qui est plus théorique. L'activité également doit avoir une durée assez longue. Donc, les études présentement nous disent entre 15 et 20 heures serait une durée approximative qui est correcte. Puis, dans cette durée-là, on doit avoir des allers-retours entre la pratique, la théorie. Tu parles de minimum quand tu dis correct? Oui, minimum, exactement. C'est ça. Ça peut être plus long, mais l'aspect cyclique est surtout important. Okay. Dans l'aspect cyclique, ce que je veux dire, c'est vraiment d'avoir un aller-retour théorie, pratique. Puis, on doit aussi avoir des moments de collaboration, de réflexion avec les enseignants. Donc, c'est bien démontré là, que le fait d'échanger entre enseignants, surtout des enseignants qui ont une réalité qui est commune, ça va amener des changements qui sont plus durables, puis qui vont avoir des impacts plus importants, là, autant sur les élèves que sur les enseignants. Donc, l'idée, c'est d'exploiter différents dispositifs, différentes modalités pour soutenir le développement professionnel, pas faire juste une activité et croire que ce sera suffisant. Tout à fait, exactement. Puis j'ai envie de dire aussi, dans l'ère des technologies, il y a plusieurs études qui ont démontré, en fait, que la formation hybride serait vraiment gagnante pour le personnel enseignant parce qu'on est dans un contexte de pénurie de main-d'œuvre. Donc, d'avoir des longues journées de développement professionnel, des fois, c'est plus difficile d'avoir la suppléance, d'avoir le budget nécessaire aussi pour engager des suppléants. Donc, d'avoir un volet qui est théorique
en ligne. Donc, toute la formation théorique peut être faite en ligne, mais vraiment de favoriser des échanges en personne pour avoir le contact humain, ce serait une modalité gagnante, là, présentement. C'est ce qui ressort de mes recherches, du moins. C'est bon. Très intéressant. Alors, maintenant, est-ce que tu pourrais nous parler des principaux obstacles ou les principales entraves au développement professionnel des enseignants? Bien sûr, ce qui ressort le plus, c'est vraiment le manque de temps. Ouais. Donc, les enseignants disent manquer de temps pour s'adonner à des activités de développement professionnel. Présentement, souvent, on utilise les journées pédagogiques pour le développement professionnel, mais encore une fois, ces journées-là, plusieurs enseignants disent « j'aurais aimé ça, pouvoir planifier mes prochaines semaines, faire mes bulletins, corriger. » Donc, c'est pas toujours le temps. Développer du matériel. Exact. Il y a tellement de choses qui peuvent être faites pendant ces journées-là. Puis, en plus, si l'activité qui est proposée lors de la journée pédagogique, elle répond pas à mes besoins en tant qu'enseignante, j'aurais pas envie de m'y engager pleinement. Donc, c'est ça. On a un manque de temps. Les activités ne répondent pas nécessairement aux besoins. Et je dirais aussi un manque de ressources. Ressources financières, parce que ça coûte de l'argent. Souvent, développer des activités de développement professionnel, on doit payer un expert qui vient les animer dans la majorité des cas. Puis aussi, on doit prévoir par la suite, pour que ce soit efficace, un suivi, un accompagnement. Puis, il faut avoir les ressources humaines pour avoir cet accompagnement-là. Donc, c'est souvent ça qui fait défaut. Et le là. temps pour Et faire le temps, le suivi. encore une fois, c'est ça qui fait défaut, pour faire le suivi, pour avoir des rétroactions, des moments d'échange. Donc, c'est tout ça ensemble là, qui fait en sorte que présentement, on a un problème là, au niveau du développement professionnel. C'est pas efficace, puis on n'a pas les retombées auxquelles on s'attend. Ce qui est intéressant, c'est que toi, tu nous arrives aujourd'hui avec des solutions justement pour surmonter les obstacles ou les entraves là, qu'on vient d'énumérer. Alors, quelle stratégie les écoles pourraient mettre en place pour justement favoriser le développement professionnel continu du personnel enseignant dans le contexte que tu viens de nous décrire? Oui, justement, par rapport au contexte, je veux juste mettre une petite parenthèse parce que j'ai fait plusieurs recherches pour trouver des stratégies. Puis, à travers le monde, le système d'éducation n'est pas dans le même état, je dirais, qu'ici. Ici, on a le contexte qui est particulier. Donc, il y a des stratégies qui étaient proposées, qui étaient fort intéressantes, mais qui n'étaient pas adaptées à notre contexte. Donc, pour les stratégies que je vous propose, on est vraiment plus dans des périodes de développement professionnel continu qui sont courtes, mais régulières. Donc, au lieu d'y aller avec des longs moments, on y va plus avec des moments qui sont réguliers pour favoriser le développement professionnel continu. Donc, en termes de pistes d'action concrètes, j'irais avec des grandes bases. D'abord, c'est super important d'encourager la collaboration des enseignants. Donc, comment on fait ça au jour le jour? C'est d'avoir d'abord du mentorat au sein des écoles, si ce n'est pas déjà fait. De favoriser le mentorat avec des enseignants qui sont plus expérimentés. Mais d'abord, ça va aussi valoriser l'expérience des enseignants. Puis, ça permet une intégration qui est plus facile pour les nouveaux enseignants. Donc, c'est quelque chose qui ne coûte pas nécessairement cher, qui peut être mis en place assez facilement, puis qui est fort efficace là, selon la recherche. Puis, si tu me permets, parfois, on va penser au mentorat spécifiquement pour les novices, les personnes qui débutent dans la profession. Toutefois, avec le contexte que tu nous as décrit de pénurie de main-d'œuvre, puis de mouvement aussi du personnel, parfois, je peux avoir aussi 10 années d'expérience dans un secteur d'enseignement. Je pense entre autres à l'adaptation scolaire, où on est appelé à travailler avec différentes clientèles. Puis, si je me retrouve avec une nouvelle clientèle d'élèves avec laquelle je ne suis pas habituée, on devrait aussi penser à moi pour du mentorat. Tout à fait. Parce que souvent, on les oublie parce qu'on dit « cette personne-là, ça fait 10 ans qu'elle enseigne », sauf que ça fait pas 10 ans qu'elle enseigne dans ce contexte-là. Ah non, tout à fait. C'est vraiment important. Puis, dans la même veine, il y a aussi le co-enseignement qui peut être utilisé. Co-enseignement, par contre, il faut avoir une formation en co-enseignement. On ne met pas ça en œuvre de n'importe quelle façon. Donc, un petit point important. Puis, co-enseignement, c'est pas obligé d'être à large échelon au début. On peut vraiment y aller avec un petit test des enseignants qui sont volontaires pour planifier ensemble, enseigner ensemble, évaluer ensemble. On voit les effets que ça peut avoir. Donc, ça peut être intéressant aussi au niveau de la collaboration. Puis, finalement, il y a aussi les communautés d'apprentissage professionnel là, qui ont fait leurs preuves en éducation qui peuvent être intéressantes d'être mises en place. Je l'ai dit un petit peu plus tôt, de favoriser la flexibilité dans les modalités de développement professionnel continu. Donc, c'est
c'est un problème présentement en éducation au Québec. Donc, il y en a toutes sortes de modalités de développement professionnel continu. C'est pas l'objet du balado aujourd'hui, mais de vraiment s'attarder à tout ce qui existe pour répondre aux besoins des enseignants. On parle ici de besoins de formation, mais aussi, c'est pas tous les enseignants qui ont la même rythme d'apprentissage, qui ont les mêmes envies. Tu peux aimer faire des formations en ligne, je peux détester les formations en ligne. Donc, vraiment s'attarder à c'est quoi nos préférences. Et finalement, j'ajouterais un petit bout sur la valorisation du développement professionnel continu. Donc, on oublie souvent cette importance-là. Donc, de venir le valoriser. Puis, comment on fait ça, le valoriser? Ça peut être des certifications, ça peut être de mettre de l'avant des gens qui ont participé à des activités, des gens qui ont des pratiques inspirantes de développement professionnel continu. À l'UMR Synergia, vous l'avez fait par le passé, puis vous allez le refaire cette année aussi. Donc, les pratiques inspirantes où on vient mettre de l'avant des gens qui sont actifs dans leur développement professionnel continu, c'est une bonne manière de venir valoriser le développement professionnel, puis ça montre l'exemple en quelque sorte. Puis les gens souvent vont dire, ça m'a tellement apporté, ça vient soutenir le développement professionnel, puis ça permet à d'autres de dire, ça me donne le goût d'y participer, de m'engager moi aussi. Maintenant, j'irais vraiment avec des stratégies concrètes. Donc, comment on peut revoir l'horaire des enseignants? Concrètement, comment on fait ça? Dans mes recherches, j'ai vu 2 stratégies particulièrement intéressantes. Donc, la première, c'est de venir regrouper les périodes de spécialité. C'est une stratégie qui est particulièrement intéressante, surtout pour le primaire, mais qui pourrait être adaptée au secondaire. Là, ceux qui enseignent au secondaire, qui nous écoutent, vous allez certainement voir une manière de le faire aussi. Donc, de vraiment regrouper les périodes de spécialité pour les enseignants d'un même cycle, tout en même temps. Donc, spécialité, on parle ici éducation physique, anglais, musique et les arts, si ça s'applique. Puis, ça libère du temps pour la formation continue. Donc, par exemple, le jour 3, de 8h10 à 9h10, à la première période, tous les enseignants du 2e cycle sont libérés à cette période-là. Donc, leurs élèves sont en spécialité. Donc, ils ont tous une période de libéré pour s'adonner à des activités de développement professionnel continu. Ça peut être varié. On n'est pas obligé d'avoir une formation. Ça peut être un groupe de travail, une CAP. Ça peut changer à chaque jour 3 aussi. On n'est pas obligé de toujours répéter la même chose. On y va vraiment avec le besoin à ce moment-là. Ça peut être des activités de planification, d'évaluation. Bref, c'est varié, mais on a vraiment un bloc qui est dédié, qui est récurrent. Puis, il est toujours là, ce bloc-là. Les enseignants vont toujours être libérés. Donc, ça permet vraiment d'avoir un bloc dédié régulier. Comme au secondaire, ça pourrait être de dire que tous les enseignants de français du premier cycle ont une période libre en même temps. Donc, parce qu'on s'entend que ce sont tous des spécialistes au secondaire. C'est ça. Mais c'est ça. Mais de s'assurer justement qu'il y ait des moments communs pour qu'ils puissent collaborer, se développer sur le plan professionnel. Exactement. C'est vraiment de mettre de l'avant l'aspect collaboratif d'échange qui va amener énormément aux enseignants. Donc, première stratégie qui était sortie de mes recherches. Deuxième, c'est un peu la même chose, mais en fin de journée. Donc, ce serait une fois par cycle, raccourcir la journée. Et là, vous allez me dire, là, le temps pour l'enseignement qui est important. Donc, la façon dont on l'organise, c'est que une journée, par exemple, là, ça va être le jour 10. Le jour 10, au lieu de terminer à 15h30, on termine à 14h30. Et de 14h30 à 15h30, les enseignants ont un bloc dédié au développement professionnel. Pour les autres jours de la semaine, il faut reprendre le temps. Donc, j'ai fait un calcul rapide, là, puis pour reprendre le temps pour les autres jours, c'est 2 minutes par période qu'il faudrait ajouter. Donc, c'est vraiment très, très peu. Puis, ça nous donne quand même une grosse heure là, qui est dédiée au développement professionnel sans avoir de temps supplémentaire à la journée des enseignants. Puis, si on voudrait pousser un peu, on pourrait avoir une journée jusqu'à 16 heures. Là, ça nous donnerait une grosse heure et demie en plus. Une deuxième stratégie, c'est de venir créer des périodes réservées au développement professionnel, mais cette fois-ci en fin de journée. Donc, c'est de venir couper le temps d'enseignement une seule journée par cycle. Donc là, vous allez me dire, le temps d'enseignement, c'est important. Il faut pouvoir redistribuer ces minutes-là. J'ai fait un calcul rapide. Puis si, par exemple, le jour 10, au lieu de terminer à 15h30, on termine 1 heure plus tôt, donc à 14h30, on doit venir redistribuer ces minutes-là dans les autres jours. Mais ça fait environ 2 minutes par période, si on a une journée à 5 périodes. Donc, c'est très peu, là. Au final, ça ne change pas grand-chose, mais ça permet d'avoir un bloc en fin de journée qui est dédié au développement
développement professionnel des enseignants qui, encore une fois, peut prendre diverses formes en fonction des besoins. Donc, ce bloc-là est super important puis permet de s'adonner au développement professionnel continu. Donc, c'est vraiment les 2 principales stratégies, je vous dirais, qui émergent des recherches que j'ai faites qui sont particulièrement adaptées à notre contexte. Dans ton deuxième exemple, si on comprend bien, ça se trouve être tous les enseignants de l'école qui auraient ce bloc-là de disponible. Exactement. Puis, il peut y avoir des regroupements qui sont faits, par exemple, en cycle, mais aussi les spécialistes vont pouvoir travailler ensemble. Oui. Les spécialistes vont pouvoir travailler avec tout le 2e cycle. Ça dépend vraiment du besoin qui va émerger, mais on s'assure d'avoir tout le monde qui est libéré au même moment. Donc, c'est super intéressant. Puis, comme je le disais un peu plus tôt, ben c'est pas une charge supplémentaire pour les enseignants. C'est vraiment dans l'horaire, c'est prévu. La journée termine à 15h30 et cette dernière heure-là est réservée au développement professionnel. Ça n'a pas d'impact négatif sur le temps d'enseignement. Voilà, ça fait le tour des 2 stratégies que j'ai à vous proposer. C'est bon. Écoute, j'aimerais que tu nous donnes ton avis par rapport à la formation qui pourrait être offerte entre pairs, donc entre enseignants, parce qu'on a parlé de recourir à des experts, des consultants, à des formations hybrides, etc. Ouais. Mais considérant que dans chacune de nos écoles, il y a évidemment des enseignants qui se démarquent, soit sur le plan de l'évaluation des apprentissages, de la planification de l'enseignement, du co-enseignement, de la collaboration avec les parents. Bref, il y a différentes façons de se démarquer comme enseignant. Tout à fait. Est-ce qu'il y aurait lieu d'essayer de structurer quelque chose pour mieux exploiter justement ces bonnes pratiques-là, là, puis en faire des objets de développement professionnel continu? Oui, tout à fait. J'en ai parlé un petit peu plus tôt, mais pour y aller vraiment de manière concrète, j'aurais 4 points qui font en sorte que oui, il faut miser sur la formation entre pairs. Bien, d'abord, la formation entre pairs, ça valorise l'expérience des enseignants. Ça vient valoriser les enseignants dans leur expérience, dans leurs compétences également. Puis, quand on vient les valoriser, bien, ça a un lien, bien sûr, avec la satisfaction au travail. Exact. Une personne qui est valorisée va se sentir plus satisfaite dans son travail, c'est sûr. Donc, si on veut faire en sorte que les enseignants se sentent bien dans leur milieu, bien, c'est une bonne manière de faire. Ensuite, ben, ça permet une formation qui est plus contextualisée parce que si toi et moi, on travaille dans le même milieu, ben, nécessairement que tu connais mon milieu, tu connais ma réalité. Exact. Donc, ce que tu vas me partager va être ancré dans le contexte particulier de notre école. Donc, c'est sûr que c'est gagnant à ce niveau-là. Il y a un effet aussi sur le sentiment d'efficacité personnelle, c'est via les expériences vicariantes qu'on a parlé dans un autre balado précédemment. Le fait de voir ma collègue qui est capable de mettre en œuvre telle stratégie, ben ça m'incite beaucoup plus à croire en ma capacité à faire de même puisque je travaille dans le même milieu. Mais tellement. Puis, dans la même veine aussi, ça vient favoriser la collaboration. Ça développe le sentiment d'appartenance aussi au sein de l'école. Ça favorise vraiment une nouvelle culture de collaboration. Puis, j'en ai pas parlé un peu plus tôt, mais on devrait s'efforcer à décloisonner les classes. Donc, c'est un peu dans ce sens-là aussi d'avoir des classes ouvertes, de toujours garder notre porte ouverte pour « on pourrait venir m'observer, mettre en œuvre telle pratique ». Donc, c'est aussi dans cette optique-là, je dirais, que ça vient avoir des effets positifs. Puis, les recherches démontrent aussi que quand on a une culture de collaboration, de formation par les pairs, bien, ça encourage des pratiques qui sont plus adaptées au contexte. Ça encourage l'innovation pédagogique aussi. Donc, on a tout de notre côté là, pour favoriser la formation entre pairs. C'est super intéressant. Mais par contre, je mettrais un petit bémol. Pour que ça fonctionne, la formation entre pairs, ça doit être organisé. On ne met pas ça en œuvre de n'importe quelle façon. Il doit avoir un soutien actif de la direction. Ça, j'allais te demander qui organise ça. Oui, c'est ça. Bien là, ça serait l'objet d'un autre balado, mais la direction doit en fait mettre en œuvre les conditions gagnantes pour le développement professionnel via le soutien par les pairs, là, c'est super important. Puis aussi, il faut avoir une évaluation qui suit le soutien, pas le soutien par les pairs, pardon, la formation par les pairs, parce qu'on doit s'assurer de est-ce que ça a des effets, est-ce que c'est apprécié également. Est-ce que ça répond aux besoins? Ça répond aussi aux besoins, exactement. Donc, c'est sûr qu'il doit y avoir une structure pour la formation par les pairs.
Alors, on a fait le tour, je pense, pour Oui. notre épisode d'aujourd'hui. Tout à fait. Alors, on a exploré des pistes concrètes pour soutenir le développement professionnel de nos enseignants. C'est sûr qu'il y a d'autres stratégies qui existent. Et d'ailleurs, j'inviterais tous ceux qui nous écoutent peut-être à partager d'autres belles stratégies dans les commentaires sur les réseaux sociaux où on a publié l'épisode d'aujourd'hui. Puis, ben écoute, il me reste qu'à te remercier pour le temps que tu as passé à faire tes recherches, puis ben, le temps passé avec nous ce matin pour nous partager toute ton expertise. Alors, à tous ceux qui nous écoutent, je vous invite à nous suivre afin d'être à l'affût de notre prochain épisode de l'Éducation sous la loupe de l'UMR Synergia. Ce balado est une production de l'unité mixte de recherche Synergia, fondée en partenariat avec les centres de services scolaires de la capitale, des découvreurs et des navigateurs et l'Université Laval. Nous remercions aussi les productions Upawa qui nous permettent de vous offrir une expérience auditive sans égale.